Bonjour à toutes et bienvenue dans le deuxième webinaire de la commission lobbying. Nous allons vous parler des femmes et des médias. Je me présente, je suis Catherine Beauvillain, je suis référente de la commission lobbying et je suis présidente de la délégation des Hauts-de-Seine. Nous avons dans la commission France Gerbal-Médal, qui est adhérente de la délégation du Tarn, qui est en charge du lobbying politique. Nous avons Laurence Vernet, qui est présidente de région Pays de Loire, qui est en charge du lobbying économique. Nous avons Nadia Ayadi, qui est présidente de région Île-de-France, qui est en charge de la communication. Nous avons Anne Navet, qui est membre du bureau de la délégation des Hauts-de-Seine, qui est en charge de la mixité et de la gouvernance. Et je suis moi-même en charge du lobbying de l'entrepreneuriat au féminin. Nous avons deux objectifs dans cette commission. Le premier objectif, c'est de faire bouger les lignes en agissant à tous les niveaux, local, régional et national. Et le deuxième objectif, c'est que les FCE parlent d'une seule voix. Donc pour cela, nous coordonnons les actions en échangeant avec les présidentes de région et les présidentes de délégation. Et nous organisons donc aussi des webinaires comme aujourd'hui et nous vous préparons aussi le guide du lobbying FCE. Bien évidemment, nous allons avoir besoin de vous. Donc, nous vous demandons de nous remonter vos difficultés, les difficultés que vous rencontrez sur le terrain, vos souhaits pour faire évoluer les lois sur les sujets d'entrepreneuriat et de mixité. Et nous vous demandons aussi de nous prévenir lorsque vous êtes amené à rencontrer des personnalités nationales, comme par exemple des membres du gouvernement, pour que nous puissions vous briefer sur les sujets à aborder, parce qu'il est important que votre discours soit en cohérence avec le discours de la présidente nationale, si nous voulons avoir un impact et ne pas créer de confusion. Voilà, donc vous avez une adresse mail lobbying@fcefrance.com et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur les fiches du site FCE. Pour ce deuxième webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Ginet, qui va nous parler du rapport des femmes avec les médias et qui va nous partager de nombreuses astuces pour nous éviter de tomber dans les pièges qui sont parfois conscients, mais bien souvent inconscients. Pierre-Yves est le fondateur du magazine Femmes ici et ailleurs, avec lesquels les FCE ont un partenariat depuis plusieurs années. Ce magazine présente des rôles modèles dans le monde économique, mais aussi sportif, mais aussi dans le monde artistique et dans beaucoup d'autres domaines. Chaque mois, des FCE sont mises en valeur et en lumière dans le magazine Femmes ici et ailleurs. Voilà, donc je ne peux que vous inviter à consulter ce magazine. Les photos sont magnifiques. Et je vous invite aussi à le faire découvrir à vos adhérentes, car un partenariat, ça fonctionne dans les deux sens. Pierre-Yves est toujours présent à chaque fois que nous avons besoin de lui sur différents sujets, comme les femmes afghanes ou aujourd'hui sur les femmes et les médias. Donc, merci à toi Pierre-Yves pour ta fidélité. Sois le bienvenu parmi nous. Je te laisse présenter plus en détail ton magazine, notre partenariat et ensuite, bien évidemment, nous parler des femmes et des médias. Génial. Et puis donc, on a ce partenariat avec FCE France qui fait que dans chaque numéro de Femmes ici ailleurs, il y a FCE. On est le seul magazine en France qui parle systématiquement des FCE. Il y a un portrait de 2 femmes chefs d'entreprise de votre réseau. Et il y a également une rubrique qu'on avait créée avec Anne-Sophie il y a quelques années, qu'on adore en fait, qui s'appelle Passer un cap. C'est toutes les étapes, les caps positifs ou négatifs que vous êtes amenés à franchir dans votre vie d'entrepreneur. Et c'est des témoignages, ce sont des histoires de femmes chefs d'entreprise face à ces caps. Ça peut être j'ai une maladie, ça peut être je pars à l'export, ça peut être des choses très très diverses. Et c'est vraiment une rubrique qu'on adore. À côté de ça, dans nos rubriques éco,
on travaille beaucoup sur les questions relatives au développement de l'égalité professionnelle, de l'égalité dans les entreprises, de l'égalité dans les accès bancaires, et là je pense que vous voyez de quoi je parle, etc., etc., etc. Donc nos rubriques éco sont très orientées sur monde économique et égalité. On parle de mixité des métiers également, un sujet qui nous tient à cœur depuis l'origine. Donc voilà pour Femmes ici ailleurs. On a créé ce magazine à cause de ce que je vais vous dire. Alors, les chiffres que je vais vous présenter ne sont pas très, très actuels. À cause du Covid, ils n'ont pas été actualisés depuis 2-3 ans. Il y a 2-3 ans de retard, mais l'actualisation, c'est un truc qui se fait tous les 5 ans et ça arrive dans 15 jours. Mais je sais déjà que ça n'a pas bougé. De toute façon, ça n'a pas bougé depuis 20 ans, donc contrairement à ce qu'on pense. Comment la presse parle des femmes? Alors d'abord, rappelez un peu l'information parce que je crois qu'en ce moment, notamment compte tenu de nos amis les réseaux sociaux, il y en a vraiment besoin. Quand on demande dans nos pays, en tout cas, on s'informe. Les gens disent oui, tout le temps, femmes et hommes mélangés. On sait déjà que les hommes s'informent beaucoup plus que les femmes. Question d'éducation. C'est les moyennes que je vous donne, hein, c'est pas autre chose. Ça ne veut pas dire que Madame Untel ne s'informera pas plus que Monsieur Untel, mais globalement, les hommes s'informent plus. Et cette information, bon, elle a plein de vertus, mais notamment, elle a cette vertu qui est souvent mise en avant, c'est que c'est nécessaire pour comprendre le monde. Catherine, tu as parlé des élections tout à l'heure. Je ne vois pas comment on peut aller voter, moi, si on ne s'informe pas, par exemple. Et même en s'informant, ça devient compliqué de choisir, tellement ils et elles sont formidables en communication. Donc, il y a cette vertu-là qui est vraiment indispensable. Puis l'autre chose qui est bien, c'est que l'info, ça nous permet d'évoluer. J'ai déjà cité le mot stéréotype. Et je suppose, moi je suis un féru d'infos depuis longtemps, et c'est vrai qu'on a toutes et tous des clichés en tête. Et puis que l'info, aujourd'hui, et j'ai envie de dire plutôt une bonne info, elle nous amène face à nos contradictions, et elle est faite aussi pour nous faire évoluer. Il y avait un proverbe du temps de la presse ancienne, hein, quand il n'y avait pas Internet, tout ça, qui disait que si on était abonné à un magazine où on n'avait pas au moins 30% de l'information avec laquelle on n'était pas d'accord, il était urgent de changer de magazine. C'est vraiment fait pour ça, l'info. Et les réseaux sociaux sont faits pour l'inverse. C'est-à-dire pour nous conforter dans nos communautés, dans nos bulles, avec que des gens qui pensent comme nous. Donc, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, je ne vais pas vous parler des réseaux sociaux, je vais vous parler de la place des femmes et des hommes dans la société, mais avec ce même prisme. Je vous montre quelques couves. Alors, elles ne sont pas prises au hasard, mais si vous allez demain dans les kiosques, il y a un peu la même chose. Ça date un peu, mais c'était au lendemain du Brexit. On est dans le haut du panier de ce qu'on appelle les tabloïds en Angleterre. Mais j'insiste, c'est le haut du panier. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un lecteur moyen ou une lectrice moyenne. C'est ce que lit monsieur, madame, tout le monde en moyenne. Tout en bas, vous avez le Sun. Tout en haut, vous avez le Times. Et au milieu, il y a ce genre de canard. Et là, on est au lendemain peu après la décision du Brexit, où l'Écosse annonce qu'ils vont refuser le Brexit et faire sécession. Et vous avez les deux premières ministres écossaises et britanniques de l'époque. Et le titre, je ne sais pas si vous le comprenez, mais c'est « On s'en fout du Brexit, qui c'est qui a gagné le concours des plus belles jambes ?» Presse nationale anglaise. Un autre titre, là, on va en parler beaucoup, je l'ai mise pour aujourd'hui, c'est sur les violences intrafamiliales, les violences conjugales. Donc d'abord, on est dans une rubrique qui s'appelle Faits divers. Et ensuite, on a un drame passionnel. Bon, je ne sais pas si vous voyez beaucoup de passion là-dedans. Moi, j'en vois pas énormément. Et puis, les mots ont un sens. C'est un meurtre. Il y a un terme juridique qui est très clair là-dessus. Et c'est un meurtre plutôt de l'ordre du possessionnel, de l'objet qui nous appartient. Et ce n'est pas du tout un fait divers, hein, parce que quand à Marseille, vous avez des rixes, ça s'appelle phénomène de société. Mais par contre, dans toute cette violence qui touche une femme sur 5 dans sa vie, là, par contre, ça va s'appeler fait divers. Là aussi, ça nous classe l'affaire. J'ai pris Le Monde. Alors, mes chiffres datent, mais je n'ai pas la bonne slide. Je vous prie de m'en excuser, mais j'avais fait la même chose il y a 3 semaines et ça ne change pas. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. On prend les unes du Monde et j'insiste, on a énormément de chance en France d'avoir un quotidien tel que celui-ci. Il y en a de moins en moins. Et c'est une référence au niveau international. Et ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on prend les unes et on compte les sujets. Et voilà ce que ça donne. C'est que vous avez 58 sujets en une sur une semaine.
vous en avez 9 qui évoquent des femmes. Encore une fois, ça, c'était une semaine fin décembre 2019, en décembre 2019, pardon. Le chiffre d'il y a 2 semaines, il y a 2-3 semaines, il est encore pire. Donc, on est dans cette stabilité à peu près. La presse éco, cette chef d'entreprise, on va parler de la presse éco. Bon, celle-là, j'avoue que j'ai un peu de la peine à m'en séparer de cette couverture, même si elle date un peu. Et capital, on parle d'argent, on parle d'héritage, on parle de transmission. Mesdames, je suis désolé, mais vous n'êtes pas dans la photo, apparemment, pour de nombreux journalistes de cette presse-là. Un autre dossier, c'était l'expansion, les nouveaux libéraux. Et quand on regarde les gens qui sont remis en photo sur la pensée libérale, eh bien, vous avez heureusement une dame avec son parapluie en haut à droite, parce que sinon, ça reste quand même une affaire de mec, cette histoire-là. Ouvrez les échos, comptez les articles, vous allez voir, on est à peu près dans cette farce-là, parce que quand on est sur de tels taux, c'est assez ridicule. Tribune de Lyon, en général, dans beaucoup de nos régions, on a de la presse éco locale. Et souvent, ils font des dossiers sur les entreprises qui montent, sur les nouvelles startups, etc. Là, on avait, c'était sur Lyon, les 20 jeunes startups. Ils avaient réussi à trouver une femme au milieu, mais c'était maximum. Alors que je rappelle qu'en ce moment, on est à 30 à 40% de startups créées par des femmes. Celle-là, elle m'a beaucoup fait marrer aussi pendant un moment. C'était VSD qui avait fait un spécial sport et qui avait choisi de mettre une femme en une. C'est formidable. Par contre, on n'a pas oublié de lui mettre ses talons. Je ne sais pas si vous vous imaginez conduire ne serait-ce que 4 heures avec ce genre de chaussures dans une voiture de course. Ça ne doit pas être très pratique. Il faut toujours rappeler le côté féminin, le côté féminité, le côté je ne sais pas quoi, même pour une sportive. Donc, ramener ce côté féminin, quelle que soit la fonction occupée. On va y revenir. Voilà pour ces premières couves que je voulais vous montrer. De façon subjective, c'était pour illustrer le propos. Par contre, maintenant, je vais le faire de façon statistique et de façon chiffrée, puisque comment l'information parle des femmes, c'est quelque chose qui est mesuré. On sait que, grosso modo, dans 80% des cas, l'information parle des hommes. Là, je ne suis pas du tout en train de vous parler des hommes journalistes versus des femmes journalistes. Je suis en train de vous parler du sujet de l'information, de qui l'info nous parle. Donc, 80-20. Et puis, je vais m'attirer. Mes sources, hein, c'est l'Observatoire mondial des médias. Je vous invite à aller voir. On est dans une parfaite moyenne internationale. Et c'est ces données qui sont publiées tous les 5 ans et qui ont pris du retard et qui vont sortir en janvier, là, puisque je serai à la conférence de lancement à l'AFP pour l'année, pour les 5 ans qui viennent. Passés, pardon. Donc, 80-20. Là, je vais m'occuper un peu de la petite dame qui est en colère, là, dans mon dessin. Quand on parle des femmes dans l'info, les 20%, comment on en parle? Dans quelle posture elles sont représentées? Dans un quart des cas, vous avez ce camembert, là, en grosso modo, les 20%, vous les coupez en 4. Dans un quart des cas, les femmes sont représentées dans des rôles dits féminins. La maman, l'épouse, la victime, la maman, l'épouse, la fashionista. Il y a aussi il y a plein de choses bien dans cette catégorie, évidemment. Et il y a notamment tous les métiers du care dont on a beaucoup parlé avec le confinement. C'est un quart des métiers dits féminins. Deuxième quart, les femmes victimes. Là, par exemple, la vague MeToo amène enfin un intérêt de la profession des journalistes sur ces questions et des éditorialistes, etc. Et aujourd'hui, on a une profusion d'articles qui montrent des femmes victimes. Donc, c'est quelque chose de positif. On attendait depuis longtemps qu'on en parle. C'est un quart des cas. Troisième cas, ce sont les femmes politiques qui occupent aujourd'hui à peu près 5% de l'information qu'on reçoit. C'est le seul quart qui a vraiment bougé au cours des 20 années passées. Pourquoi? Ce n'est pas parce que l'intérêt est plus fort, c'est parce que si vous prenez l'Assemblée nationale il y a 20 ans et l'Assemblée nationale aujourd'hui, ça n'est évidemment pas du tout la même configuration et qu'il faudrait faire fort aujourd'hui pour ne plus parler des femmes politiques. Après, ce que je vous donne, c'est du quantitatif et non pas du qualitatif. Rappelez-vous, par exemple, l'épisode de la robe de Cécile Duflot à l'Assemblée nationale, ça rentre dans cette information-là, alors qu'au niveau qualitatif, évidemment qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et après, il reste à peu près 5% de l'info, si je veux être positif, sur toutes les autres. Les autres, ça va être les sportives,
ça va être les femmes qui travaillent dans des métiers dits masculins, ça va être les chefs d'entreprise, ça va être les militantes associatives, ça va être les artistes, ça va être les scientifiques, etc., etc., etc. Ça, c'est vu d'en haut. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce que je viens de vous dire, ce sont des statistiques extraites de la presse traditionnelle. C'est-à-dire qu'on est télé, radio, presse écrite. Et souvent, on me dit, oui, mais tout le monde s'en fout aujourd'hui parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux ou à regarder de la presse sur Internet, etc. On n'a pas l'équivalent de chiffres aussi exhaustifs, précis, pour l'information qui circule sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille sur la presse traditionnelle, on peut mesurer ce qui est publié, ce qui sort, ce qui est produit. Alors que quand on travaille sur de la presse Internet, il faudrait nous mettre un petit compteur à l'entrée des oreilles ou à l'entrée des yeux pour mesurer ce qui nous rentre dans les cerveaux. Parce que la production, ce n'est pas très intéressant, en fait, là, du coup. Mais les tests qui ont été faits montrent qu'on est plutôt de l'ordre de 90 à 95% d'informations hommes versus 80% pour la presse traditionnelle, si on regarde ça d'en haut sur les réseaux sociaux. Si vous suivez un média qui parle que des femmes, évidemment que pour vous, dans votre cas, ce ne sera pas ça. Mais par contre, si on regarde l'ensemble de la production à l'échelle de la nation, on est plutôt de l'ordre de 90-95%. Donc, ce que je disais là, avec Internet, c'est pire. Et c'est ce qui rentre dans la tête de nos chérubins, blonds ou pas blonds. Donc, si je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on regarde un peu cette photo de l'information, quand on dit qu'on s'informe, moi, j'ai un peu envie de répondre, on s'informe, mais à moitié, parce qu'il y a quand même, grosso modo, la moitié de l'activité de la population française et internationale sur lequel on n'a que peu d'informations finalement, et ce sont les femmes. Deuxième point, c'est important pour comprendre le monde, pour comprendre la moitié du monde, oui. Pour comprendre l'autre moitié, ça va quand même être un peu plus difficile. Et alors, est-ce que ça va nous faire évoluer? Est-ce que ça va nous faire évoluer notamment sur nos représentations qui sont très bien ancrées en nous, femmes et hommes, sur la place des hommes et la place des femmes dans la société? Quand on parle d'égalité, ça veut dire qu'il faut changer des choses. Ça veut dire d'autres représentations. Est-ce que l'information peut nous aider vraiment à évoluer dans ce sens-là? Si on la regarde d'en haut, il y a peu de chances. Donc, ça veut dire qu'il faut fouiller encore un peu plus, alors qu'on est à une époque où on fouille encore un peu moins. Donc, ce n'est pas gagné. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous montrer ça parce que c'est le contexte dans lequel vous serez interviewé. C'est-à-dire avec une place dans l'information qui est 1, minoritaire, 2, stéréotypée, et 3, quand vous êtes une chef d'entreprise, globalement, vous êtes plutôt invisibilisé. C'est-à-dire que vous n'occupez pas du tout la place statistique qui devrait être dans la vôtre, dans l'info. Si on dit aujourd'hui qu'on est à 80% de chefs d'entreprise et 20% de femmes chefs d'entreprise, d'hommes chefs d'entreprise versus femmes chefs d'entreprise, si on dit ça, quand on regarde l'info économique, on est plutôt du 90-10. Donc, vous n'occupez pas la place statistique qui est la vôtre. En tout cas, c'est un peu barbare tout ça, mais c'était important pour moi de vous le montrer. Ça a des conséquences concrètes. Par exemple, quand on parle, et là je vais des choses concrètes dans le monde de l'égalité, on parle du plafond de verre, des discriminations à l'embauche, l'absence de mixité professionnelle, puisqu'on est un pays dans lequel il y a une véritable ségrégation professionnelle, c'est-à-dire les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Quand on regarde ça, c'est le reflet de, c'est le reflet de ce qu'on a un petit peu dans la presse. Si on regarde les métiers, c'est facile à comprendre sur comment les métiers je sais pas moi, de l'industrie, comment les métiers du care sont représentés. Ça va être les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Alors que de l'autre côté, on voit qu'on a un enjeu extrêmement important et financier pour nos entreprises. Par exemple, il y a tout un tas d'études qui montrent que quand on a des équipes mixtes, du sol au plafond, dans toutes les strates de la société, dans tous les niveaux, c'est au moins 20% de résultats en plus, j'insiste, de résultats en plus pour les entreprises comme ça. Ça devrait faire la une des Échos tous les jours, ce truc. Vous savez que ce n'est pas le cas. On parle beaucoup de la loi Rixain en ce moment, par exemple. On le voit, mais c'est net, flagrant, quand on a des entreprises qui, dans leur COMEX et leur CODIR, ont une parité. Il n'est pas question d'avoir soit que des femmes ou je ne sais pas quoi, mais une parité. Les résultats sont en moyenne meilleurs.
j'attends toujours la une des Échos là-dessus aussi. Donc, vous voyez, il y a une distorsion par rapport à cette question-là. Un autre exemple, c'est sur les entreprises. Donc, les TPE dirigées par des femmes, elles ont 40% de moins de chances de déposer le bilan que celles des homologues masculins. C'est du fait de nos éducations différenciées. Hein. Tout ça n'est pas inné, bien évidemment. Eh ben, cette information-là, qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit que dans les banques, le taux de rejet de crédit par les créatrices d'entreprise, il est le double de celui enregistré par des créateurs, et que quand vous créez une boîte et que vous êtes une femme, vous obtenez en général 3 fois moins de fonds que les fonds obtenus par des hommes qui créent des entreprises. Donc, vous voyez, on a une information qui se balade, qui crée des distorsions elle-même derrière. Donc, on est dans une spirale négative. L'info produit elle-même ces mauvais stéréotypes. Donc, voilà un petit peu la photo dans laquelle on est. Et bon, je me suis amusé avec cette photo un peu rigolote, mais c'est important de montrer, d'avoir des rôles modèles. Et des rôles modèles qui ne soient pas seulement Wonder Woman et Marie Curie. Ce qui est important, et vous, dans le monde économique, vous êtes d'une importance, je trouve, capitale, c'est-à-dire montrer la chef d'entreprise d'à côté. C'est quelque chose de fondamental. C'est bien joli le CAC 40, mais le CAC 40, c'est 40 boîtes. Il y a plus d'entreprises présentes aujourd'hui, quoi. Donc, ça veut dire que dans ce que les gens côtoient, vous êtes ultra présente et qu'on s'habitue davantage qu'aujourd'hui aux femmes chefs d'entreprise, parce qu'il y a encore du boulot à faire là-dessus sur les représentations. Alors, je suppose que ça vous est arrivé si vous vous baladez avec un collaborateur et que vous allez dans une banque et qu'on vienne serrer la main à votre collaborateur en disant « Bonjour monsieur, je suis ravi d'avoir pris rendez-vous avec vous, vous êtes venu avec votre secrétaire ». Il y a plein de métiers où ce genre de choses sont arrivées. On est pile poil dans les clichés, dans ce qui sort. Donc, maintenant, une fois que j'ai posé ce contexte, je vais vous donner ces trucs et astuces, ces conseils que vous prendrez, ne prendrez pas. Certains, vous allez peut-être pas être très à l'aise avec, mais je vous les donne et puis à vous de voir comment vous pouvez vous en saisir dans le cadre d'interviews professionnelles où vous serez là en tant que femme chef d'entreprise. Je ne suis pas en train de vous parler là, si vous faites des choses associatives à côté et qu'on vient vous interviewer, ce n'est pas obligatoirement tout adaptable, mais c'est vraiment en tant que FCE, en tant que représentante de FCE ou tout simplement de représentante de votre boîte, quoi. Vous êtes chef d'entreprise. Le premier truc, c'est avoir à l'esprit ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire bien comprendre ce monde médiatique dans lequel on est. Bien comprendre qu'on ne parle pas beaucoup de vous, qu'on en parle beaucoup moins que ce qu'on devrait en parler. Et que s'il y avait des mecs à votre place, on en parlerait beaucoup plus. Bien comprendre ça. Et ça ne veut pas dire être contre les hommes, ça veut juste dire que c'est le fruit des clichés qui génèrent ça. C'est tout, pas plus et pas moins. Et ça, en tant qu'homme, moi, je peux vous rajouter quelque chose, c'est que c'est dingue en tant que journaliste, le nombre de fois où j'ai appelé une chef d'entreprise qui me disait « Oh, mais je sais pas si c'est intéressant, je sais pas si… » Voilà, ça m'est jamais arrivé avec un type, hein. Jamais. Un homme, quand on l'appelle pour une interview, il va jamais se dire je ne suis pas intéressant, mon aventure entrepreneuriale n'est pas intéressante, ma boîte n'est pas intéressante ou il y a plus intéressant ailleurs. Il va prendre le micro et il va y aller. Donc, moi, le premier truc que j'ai envie de vous dire, on vous propose un micro, prenez-le, parlez et vous réfléchirez plus tard. Faites comme les gars à ce niveau-là parce que ça fonctionne en fait en l'occurrence. Deuxième point, ça c'est un piège, c'est pas parce que vous êtes interviewé par une femme que c'est une alliée. C'est pas parce que vous êtes interviewé par une femme qu'elle va avoir conscience de tout ce que je vous ai expliqué avant, qu'elle va avoir conscience de ces biais de stéréotypes dans la façon de construire l'information, dans la façon de la véhiculer. Pour les comprendre, il faut travailler dessus. Ça prend des années. La plupart des journalistes ne l'ont pas fait, femme ou homme. Donc, une femme journaliste en face de vous, c'est comme un homme journaliste. Pas plus, pas moins. Et je dis ça parce qu'on a souvent tendance à limite à aller se livrer un peu différemment en se disant, bon, voilà. Troisième point. Je me permets d'ajouter, Pierre-Yves, oui, on a exactement le même phénomène dans les banques. Hein. Les femmes bancaires ont les mêmes biais de perception et ne seront pas forcément plus favorables qu'un homme parce qu'en fait, elles se laissent
avoir par l'inconscient collectif de la même manière? Ce serait génial s'il n'y avait que les journalistes qui étaient sujets à ça, mais non, c'est dans tous les métiers. Bien sûr, dans tous les métiers, on est Voilà. impacté. Tout à fait. Après, une femme se fait couper la parole 3 à 4 fois plus qu'un homme. Et quand vous allez être interviewé, peut-être que la personne en face, homme ou femme, va vous couper la parole. Et a fortiori, j'ai envie de dire, si c'est un homme. Vous ne laissez pas couper la parole. C'est quelqu'un qui vous coupe la parole, un journaliste. On n'est pas sur BFM Télé. Vous ne serez pas dans ce cadre-là. Et soyez insistante pour dire, excusez-moi, mais je vais terminer ma phrase. Vous lui faites 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, la personne va comprendre. N'hésitez pas. Ça paraît bête, hein, mais je sais que quand on est en interview, et surtout les premières interviews, on n'ose pas trop. On va chez le coiffeur avant, voilà, tous ces trucs-là. Allez-y, imposez-vous, mais dès le début et de toutes les façons qui soient. Donc, regardez en face et on ne vous coupe pas, on vous a posé une question, vous allez apporter la réponse. Ça, c'est très important et je vous conseille de le dire. C'est-à-dire, vous vous appelez Catherine Beauvillain et vous demandez à la personne qui vous interviewe de mentionner Catherine Beauvillain tout le long de l'article. Tout le long de l'article. Parce que dans de très nombreux articles, vous serez Catherine Beauvillain à la première ligne et dès la deuxième ligne, vous deviendrez Catherine. Et ce que ça renvoie, ce n'est pas du tout la même chose. Repensez, quand on parle de ça, on pense souvent à la campagne électorale de 2007 avec Nicolas Sarkozy et Ségolène. Ça ne nous renvoie pas la même chose à l'esprit. Il y a quelque chose dans la proximité, mais vous êtes chef d'entreprise, on n'a pas à vous appeler par vos prénoms, quoi. Enfin, voilà, simplement. Et ça, si vous ne le demandez pas expressément à des journalistes, vous pouvez lui dire, vous dites, voilà, j'ai eu un article une fois et c'était mon prénom seul qui était, voilà, je refuse que ce soit le cas. Je vous le dis, je ne veux pas. J'ai un nom et un prénom patronyme. S'il vous plaît, merci d'employer la totalité tout le long. Je ne vous embête pas sur la relecture parce que ça énerve les journalistes parce que c'est leur boulot et c'est normal. Par contre, exigez ça, d'avoir la totalité. Autre petit point, c'est, qui n'est pas un petit point du tout. Quand on a une chef d'entreprise, et c'est peut-être déjà arrivé à certaines d'entre vous qui est interviewée, on va vite rajouter que vous êtes maman de 3 enfants, ou que vous êtes maman solo avec 3 enfants, mais que vous êtes une warrior avec à être toute seule, à faire votre boîte, etc. Vous pouvez, si vous le souhaitez, c'est à vous de voir, refuser que tous les éléments de votre vie privée soient abordés. C'est-à-dire, si on vous pose la question de votre situation familiale, voilà, et on va le faire c'est pas fait dans un sens, c'est pas fait pour être méchant, hein. Les biais de genre, c'est ça. Enfin, c'est jamais. Enfin, là, on est dans quelque chose de paternaliste, et c'est pas fait pour être méchant. C'est au contraire pour vous rehausser. Mais on n'irait jamais poser cette question à un gars, en fait, ou très rarement. Donc, si on vous pose la question de votre vie privée, ou si vous-même, vous pouvez avoir la tentation d'aller mettre votre vie privée en mélange de vie professionnelle, parce que c'est la réalité de nos existences. On quitte le boulot, on va s'occuper de nos familles. Enfin voilà, c'est évidemment tout mêlé. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, vraiment avoir la capacité de scinder les choses. Si vous parlez de votre famille, ça n'envoie pas le message de la chef d'entreprise. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et vous pouvez être sûr de quelque chose, c'est que ce que vous allez dire à titre sur votre famille, sera repris dans l'article au détriment de certains éléments concernant votre entreprise. Les journalistes ont tous un espace, toutes et tous, un espace dédié sur le papier qu'ils vont faire sur vous, sur combien de minutes ils vont vous donner en radio ou en télé, etc. Et plus vous allez parler d'autre chose que votre entreprise, c'est des trucs en moins sur votre entreprise, sur votre parcours. Donc, c'est votre choix derrière. Voilà. Et vous n'avez pas à vous justifier. Vous pouvez le dire, je ne veux pas en parler. Voilà. Cette question, c'était une question qu'Anne-Sophie m'avait fait rajouter parce que c'est une réalité. Souvent, quand on dit à des
quand je vois des confrères et des consoeurs de la presse éco notamment, et quand on échange là-dessus, et je leur dis, mais vous n'avez pas honte de pas mettre vous faites une étude sur 20 start-upers et vous ne mettez pas une femme au milieu, c'est quoi cette blague? On n'en a pas trouvé. Elles sont rares, on n'en a pas trouvé. Et quand vous entendez ça, je pense que la bonne solution, et je sais qu'Anso était d'accord avec moi, c'était quasiment d'éclater de rire et en disant, dis donc, vous n'avez pas beaucoup cherché, hein, parce que vous devez le savoir, mais voilà, c'est quand même c'est 15 à 20% aujourd'hui des chefs d'entreprise de plus de 20 personnes, c'est les femmes, et c'est 40% des boîtes créées l'année dernière. Alors, l'année dernière est une fausse bonne année, mais 2018, c'était le cas. Et vous renvoyez le truc tout de suite en lui montrant que vous n'êtes pas rare du tout et qu'il y en a plein. Et c'est une façon de répondre. Il y en a une deuxième de répondre. C'est évidemment pourquoi vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes tellement pas rare qu'il y a un réseau national avec des milliers de femmes chefs d'entreprise, etc. Et que vous êtes d'ailleurs très active là-dedans. Et vous voyez, si on vous renvoie quelque chose ça fait plaisir de rencontrer une femme chef d'entreprise parce que vous êtes rare. Ah bon, vous n'avez pas beaucoup cherché. Puis d'ailleurs, vous voyez, moi, je fais partie d'un réseau qui fait bouger les lignes, d'un réseau qui négocie avec les organisations patronales, syndicales, etc., d'un réseau qui prend des mandats dans les CCI, etc. Tout de suite, vous remontez en posture de chef d'entreprise alors qu'il essayait de vous faire redescendre dans la rareté, c'est-à-dire d'avoir en face de lui, j'ai envie de dire, d'abord une femme plutôt qu'une chef d'entreprise. Ma phrase étant excessive, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vous conseille aussi autre chose, c'est d'avoir 2-3 exemples, mais au moins un exemple d'une Wonder Woman de l'entrepreneuriat des femmes. Quand on interviewe une femme chef d'entreprise et qu'on lui demande ses mentors, ses modèles, voilà, allez, j'allais dire 99 fois sur 100, elle va citer un homme. Commencez à citer les femmes, vous allez voir, c'est pas mal. Et en fait, ça relaie une autre information. Et là, vous faites juste, et ce n'est pas contre les hommes, encore une fois, c'est amener un autre imaginaire. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les lecteurs et les lectrices. Faites-le pour une jeune femme de 20 ans qui est étudiante et qui va lire ça et qui va dire « Waouh, cette nana chef d'entreprise, son modèle, c'était une autre chef d'entreprise qui elle-même avait une autre chef d'entreprise, etc. » Voilà, c'est équilibré, leur donner un champ des possibles qui est beaucoup plus large. Voilà, et je suis sûr que vous avez des images comme ça d'entrepreneurs qui sont formidables. Et moi, je vais vous livrer la mienne. Moi, c'est Danielle Capel-Marcovici, la patronne du groupe Raja, qui vient de dépasser cette année son milliard de chiffre d'affaires. Et c'est la plus grosse entreprise de France créée par une femme, développée par une femme, managée par une femme. C'est une histoire de femme depuis les années 50. Qui a commencé par une vente de petits cartons. C'était une petite boutique qui vendait des cartons à Paris 10e, je crois. Et aujourd'hui, c'est une capitaine d'industrie exceptionnelle, en fait. Et un sacré caractère. Et une amie au passage, c'est pour ça que je parle d'elle. Souvent, on a ces questions aussi. C'est qu'est-ce que ça fait d'être une femme chef d'entreprise? Comment vous sentez-vous en tant que femme chef d'entreprise? Comment, voilà. Et contourner le côté femme. C'est-à-dire... si vous leur laissez une porte ouverte, je vais peut-être mal le dire et je vous prie de m'en excuser, mais si vous leur laissez une porte ouverte, femme et homme en face de vous, vers la femme, ils vont s'y engouffrer. Cadrez-les sur la chef d'entreprise. Vraiment, laissez-les sur la chef d'entreprise. Encore une fois, pensez bien que tout ce qui sera dit en dehors de la chef d'entreprise, c'est des choses en moins qui seront dites sur la chef d'entreprise. L'espace, il est concis pour un ou une journaliste. Donc, quand on vous dit ça, on a prévu cette réponse qui est classique. Vous voulez parler, qu'est-ce que ça fait d'être chef d'entreprise? Voilà, après, oui, je suis femme, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne suis pas là en tant que femme, je suis là en tant que chef d'entreprise. L'histoire des qualités féminines et masculines, etc., évacuez-les. Et vous pouvez très bien dire que vous ne savez pas trop ce que c'est, que vous avez vos qualités de chef d'entreprise, de manager, etc. Et que si la personne insiste parce qu'il y a peut-être 30 ans, elle a trop lu que les hommes viennent de Mars et que les femmes viennent de Vénus, vous pouvez très bien insister en disant que toutes les études depuis au moins 25 ans maintenant montrent qu'il n'y a pas de leadership au féminin. Ça n'existe pas.
il y a des leaders différents, qu'ils soient femmes, qu'ils soient hommes, mais il n'y a pas un leadership au féminin. Ça n'existe pas. C'est les clichés qu'on calque sur le leadership de certaines personnes qui vont être plus humaines ou plus attentives à leurs salariés, plus ceci. Mais il y a des hommes qui savent très bien faire aussi. Et puis, il y a des femmes qui savent être des dragons formidables avec leurs effectifs. Est-ce que je peux me permettre d'interrompre? Bien sûr. Je pense qu'une femme n'est pas un homme et un homme n'est pas une femme. Jusque-là, on est d'accord. On est d'accord jusque-là. Mais je pense qu'on a quelque chose de différent quelque part des hommes et que les hommes, enfin je répète, mais différemment, mais que les hommes aussi quelque chose de différent. Donc, à un moment de dire on n'est pas différent des hommes, on n'a pas de valeur ajoutée supplémentaire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que si on a une différence, il ne faut pas effectivement la mettre en avant en disant, en la revendiquant, mais je ne crois pas qu'il faille se dire qu'on est comme les hommes. Je ne sais pas si je suis claire. Si, enfin, je crois. Mais moi aussi, je n'étais pas sûr d'être clair de temps en temps. Donc, on est à égalité là. Mais je crois avoir compris ce que vous dites. Là, on est en train de parler d'un exercice où vous êtes interviewé en tant que femme chef d'entreprise. Ouais. Voilà. Ce qui n'est pas la même chose qu'interviewé en tant que Anne Navet, qui peut-être avait une autre activité. Non, mais même en tant que femme chef d'entreprise ou en tant que femme qui siège dans un conseil d'administration, on apporte des choses qui sont peut-être différentes, avec une sensibilité différente. Mais je suis d'accord qu'il ne faut pas se présenter en revendiquant notre différence, mais je ne pense pas qu'il faille dire quelque part qu'on est comme les hommes et que les hommes sont comme nous. Non, je ne dis pas qu'on est comme les hommes, c'est-à-dire qu'on va privilégier l'individu sur le genre. C'est-à-dire que vous êtes Anne ou Catherine ou Marcel ou Jean-François ou Pierre-Yves dans une altérité et que la qualité générique des femmes n'existe pas, comme la qualité générique des hommes n'existe pas. Avec un bémol dans ce que je vous dis, c'est qu'en fait, concrètement, aujourd'hui, si ces qualités existent, c'est-à-dire qu'elles sont majoritairement réparties au sein des femmes ou au sein des hommes, pourquoi ? Parce que nos éducations différenciées, parce que les clichés. Il n'y a rien d'inné là-dedans. C'est le biais de l'éducation, en fait, qui fait que… Oui, complètement. C'est l'éducation différenciée qui provoque ça. Ça n'est pas inné. Mars et Vénus, c'est à foutre à la poubelle depuis 30 ans. Donc, c'est un biais de genre, c'est nos stéréotypes, c'est les biais de genre et d'éducation qui provoquent des façons de réagir différentes. Maintenant, si on veut parler d'égalité et si on veut avancer vers l'égalité, il faut qu'on s'appuie non pas sur une complémentarité, parce que c'est le meilleur des ennemis à l'égalité, c'est un ennemi total de l'égalité, mais sur une altérité, c'est-à-dire qu'on est toutes et tous différents avec nos caractéristiques, nos qualités, nos défauts, et sortir de la posture, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Et dans le cadre, pour revenir au sujet du jour, parce que là, votre question, Anne, il faut qu'on y passe 4 heures pour tout ça. Et vous avez raison, c'est un sujet central. Mais sur ce point-là, si vous êtes interviewé, si vous laissez la porte à des journalistes à ces questions-là, vous pouvez être sûr qu'ils vont partir là-dedans. Et ça va… mais tout dépend si on est interviewé en tant que chef d'entreprise sur notre entreprise ou en tant que chef d'entreprise représentant les FCE. J'imagine que le biais n'est pas tout à fait le même, on sera moins à l'aise. Parce que si je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'en parlant de notre caractéristique féminine, on perd du temps à ne pas parler de notre entreprise, chose qu'on voulait faire. C'est ce que je comprends. Et de vos actions, de votre action, oui. Et de mon action. Mais si on est FCE, c'est vrai qu'on revendique quelque chose. Voilà, c'est ça que c'est. Parfois, avec le biais, on va avoir du mal à… moi, parce que je l'ai connu, ça. Et on va tendance à dire… voilà. Mais vous revendiquez quoi? Allons-y. Alors, on revendique… Oui, oui, c'est sûr. Oui, nous, on revendique… Non, mais allons-y. À la juste place. Moi, je dis toujours, c'est pas parce qu'on est… Peut-être mieux, simplement qu'on ait le droit à la place, quoi. Ben voilà. Qu'on ait le droit à avoir la place au siège et qu'on ne nous empêche pas, parce qu'on est femme, d'être à ces sièges-là. Et ben voilà. C'est tout. Mais pas qu'on est meilleur. Non, mais je n'ai pas dit ça, moi, jamais. Mais justement, ouais. Mais ce que vous venez de dire, c'est-à-dire cette égalité de traitement, n'a rien à voir avec des qualités dites, j'insiste sur le dites féminines, ou des qualités dites masculines.
Mais alors, quand on dit que les entreprises qui ont des femmes dans leur board ou dans les comités de direction sont plus profitables, il y a plein d'études qui le prouvent, ça veut dire qu'on prête une qualité aux femmes que n'ont pas les hommes. Non, c'est plus complexe que ça. Je comprends que vous réagissiez comme ça et c'est tout le temps on entend ça. C'est qu'en fait, il y a une ouverture d'esprit, une volonté de sortir de l'entre-soi, une capacité de sortir de l'entre-soi, une capacité de remise en cause, et par exemple de remettre en cause le fait que d'avoir que des vestes grises autour d'une table. Ça paraît tout bête, hein, mais voilà. Qui fait partie de la panoplie d'un bon dirigeant d'entreprise. Est-ce qu'on Sur peut lequel, pas en ouvrir... général, nos chefs d'entreprise ne sont pas notés là-dessus. Ça commence à arriver. Mais voilà, et du coup, il y a une espèce de dynamique d'équipe qui se met en place sur la capacité à se challenger, la capacité à repenser, à faire des pas de côté, à voir les choses différemment. Et Pierre-Yves, est-ce qu'on peut ouvrir le débat en parlant d'inclusivité et de dire que oui. un conseil plus inclusif et que ce soit une femme ou d'autres origines culturelles, ce qui fait la différence, c'est la diversité, et indépendamment du genre. Oui, et ça peut être deux femmes très différentes. Pardon, mais moi, je suis très mal à l'aise avec le terme inclusif. Ça me fait penser toujours au handicap. Oui, mais pas que. Je suis d'accord, mais pour à chaque fois qu'on doit compenser, on utilise le mot inclusif. Donc, je comprends ce que c'est, mais dans l'esprit des gens et dans les stéréotypes, c'est Anne là qui passe. Oui, oui. Oui, il faut peut-être que tu définisses le mot, ce que tu entends par inclusif. À toi de le définir. Oui, donc moi, je n'utiliserai pas le mot inclusif parce que je dois détricoter ça dans la tête des journalistes. Donc, j'évite ça. C'était juste une petite remarque. Non, mais vous avez raison, c'est un nouveau mot. Il est apparu il n'y a pas très longtemps dans le monde économique, hein, voilà, dans les RH, on va dire. Et aujourd'hui, comme il est nouveau, il reste flou dans la plupart des têtes et chacune va avoir sa définition. Donc, vous avez raison, hein, il est nécessaire de le cadrer. Et puis, moi, je vous avoue très franchement, puisque vous posez ce mot sur la table, moi, ça me pique un peu d'être obligé d'utiliser un mot d'inclusif quand on parle de 50% de la population. Mais bon, voilà. Je termine et on revient dessus si vous le voulez bien après, parce qu'il y aura d'autres débats. Juste, j'ai presque fini. Ça va avec. Mais si jamais vous voulez parler de votre entreprise ou parler de FCE, du réseau, revenez, ne laissez pas l'entretien tourner autour de vous, de votre famille, de je sais pas quoi, etc. N'hésitez pas à revenir, mais comme le font les gars, à parler de business, à parler de segment de marché, à parler de stratégie, à parler de concurrence, à parler à revenir sur des terrains. Vous êtes interviewé en tant que chef d'entreprise, parlez de votre entreprise. Vous êtes interviewé en tant que FCE, parlez des actions du réseau FCE, et Dieu sait qu'il n'en manque pas. Et de ce que vous avez impulsé. Donc, c'est flagrant quand on voit des portraits de chefs d'entreprise dans la presse éco, à quel point on a l'impression que c'est deux personnes totalement différentes qui ont écrit les papiers, alors que parfois c'est la même personne qui a écrit le papier, mais qui ne va pas écrire la même chose s'il a une femme ou un homme en face, quoi. Regardez-le, faites l'exercice. Bien évidemment, il y a des exceptions à ce que je dis. Je suis en train de vous donner des tendances générales. Mais malheureusement, ça ne bouge pas trop depuis 20 ans là-dessus parce que les journalistes ne sont pas formés à ça. C'est aussi bête que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à les ramener. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas contente de la tournure de l'entretien qui va partir sur des domaines qui ne vous satisfont pas, si vous êtes satisfait, ne changez rien. Mais si ça ne vous satisfait pas parce que vous pensez qu'en ce moment, vous êtes en train de décocher un nouveau marché, etc., vous aimeriez bien en parler et que ça n'arrive pas et que ça fait 3 fois que vous remettez le sujet, posez-le sur la table. Dites-le, attendez, je suis chef d'entreprise de telle boîte, j'ai envie de vous parler de ça parce que c'est un énorme challenge pour notre boîte. Et je vous assure que si vous le remettez comme ça sur la table, normalement, ça se retrouve dans le papier final, normalement. Faites gaffe avec l'humour. Parce que, et là, c'est du vécu.
enfin, de l'autodérision, entre guillemets, ou de l'auto-humour sur la place des femmes dans le monde économique. Là, vous avez cette phrase-là avec ces femmes au talent aiguillé. You, super, bon, c'est pas la blague du siècle, c'est pas très méchant, c'est pas très grave. Quand on parle de talent aiguille, il y a, et quand vous travaillez avec des sociologues sur ces questions, qu'on aime les talents aiguilles ou pas, il y a une notion de sexualisation dedans, évidemment. C'est pas la posture de la chef d'entreprise. Et quelqu'un qui lit ça, je vous dis pas que c'est comme ça que vous allez le prendre, mais quelqu'un qui lit ça, ça lui envoie un autre message. Et cette phrase, elle a été citée, cette joke-là, femme au talent aiguille, ça a été cité par une des grandes leaders d'un réseau professionnel féminin français qui pensait avoir fait un bon mot et qui a vu son bon mot reprise dans la presse je ne sais pas combien de fois et qui s'est dit mais zut, ce jour-là, mais j'aurais dû me pincer les lèvres beaucoup plus. Donc voilà. Et si c'est votre interlocuteur ou votre interlocutrice qui fait de l'humour, faites attention avec ça parce que ça peut... en fait, ils ont tendance à glisser sur le fait que vous êtes une femme beaucoup plus facilement que s'ils avaient un homme en face, c'est tout, quoi. Et c'est un biais de genre dans la tête des journalistes aussi. Donc, soyez-en conscientes et c'est quelque chose, en général, vous n'avez pas trop à y faire, mais ça peut arriver, donc faites un peu attention. Pour la photo, souvent, c'est arrivé avec des femmes chefs d'entreprise qui sont stressées. Et puis, je vais vous partager une expérience personnelle. C'était il y a une dizaine d'années au Women's Forum à Deauville, qui était encore à Deauville, et où j'étais invité, et où il y avait un atelier prise de photos. Et c'était les photographes qui faisaient du studio. Et ils faisaient poser les femmes chefs d'entreprise comme si c'était des mannequins. Donc, les seins en avant, les fesses en arrière, avec des postures où elles ne pouvaient pas tenir 2 minutes. Ah, je vous jure, c'était une blague, en fait. On avait ça, ils les faisaient poser comme ça. Et je ne vous dis pas que c'est ce qui se passe quand vous posez. Ce n'est pas ça. Mais il peut y avoir cette tendance-là chez certains photographes. Voilà, avoir le modèle de comment vous voulez poser, ça vous regarde et vous ne mettez pas la pression là-dessus. De toute façon, ce n'est pas ce qui va faire le succès. Juste fixez bien droit dans les yeux l'objectif, presque méchamment, et vous allez voir, ça marche très bien. C'est un ancien photographe qui vous parle. Et puis voilà, puis après, c'est intégrer ces conseils et surtout faites-en ce que vous voulez comme vous le sentez. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez à l'aise par rapport à ces conseils. Si vous n'êtes pas à l'aise avec certains de ces conseils, et par exemple, Anne, vous avez souligné un point où vous n'êtes pas très à l'aise, surtout ne le mettez pas en marche. Restez uniquement dans des points où vous êtes très, très à l'aise par rapport à tout ça.